Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans ce message, on va s'attarder un peu sur les propos d'un homme qui défraie la chronique. Il s'agit de François Fillon, ancien Premier ministre de France, et on tient tout de suite d'ailleurs à signaler que cette vidéo était prévue bien avant que n'éclate l'affaire sur sa femme. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on n'a pas voulu mettre le nom de François Fillon sur cette vidéo, justement pour pas que n'importe qui vienne regarder cette vidéo en pensant que ça concerne cette affaire-là. Donc, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, cette affaire ne nous intéresse pas. Ici, on va plutôt s'intéresser à des propos qu'il a tenus un peu avant que n'éclate cette affaire et qui sont en ligne directe avec le racisme idéologique et spirituel. Et on va aussi aborder un peu la question du deux poids deux mesures, en fait, dans la façon de traiter la mémoire. Lorsqu'on parle par exemple de l'esclavage des Noirs ou d'autres formes de crimes contre l'humanité. Mais avant ça, on va écouter donc François Fillon qui parle. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Non, la France n'a pas inventé l'esclavage. La France, c'est 15 siècles d'histoire depuis le baptême de Clovis à Reims. La France, c'est Saint-Louis, c'est Louis XI, c'est Louis XIV, c'est les révolutionnaires de 1789, c'est Bonaparte, c'est Napoléon III, c'est la Troisième République, c'est Gambetta, Thiers, Jules Ferry, Clémenceau, Jaurès, Poincaré, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac. Donc, on remarque que, en fait, dans ce discours, ce message s'adresse avant tout aux Africains noirs, puisque il renchérit en disant « La France n'a pas inventé l'esclavage et que les Africains pratiquaient l'esclavage déjà auparavant. » Donc, voulant ainsi comparer des prisonniers de guerre africains réduits à la servitude par d'autres Africains ou encore des Africains victimes d'autres Africains corrompus. Et lui donc, il compare cela à l'esclavage qui a déshumanisé l'homme noir et l'a opprimé pendant plusieurs siècles sur base de sa couleur, comme si un esclave africain ou captif de guerre en Afrique le devenait à cause de sa couleur de peau, alors que de toute façon en Afrique, ils étaient tous noirs, donc ils ne pouvaient pas rendre l'autre esclave à cause de sa noirceur. Or, c'est ce que les Occidentaux ont fait, et comme on l'a déjà vu, ils l'ont même théorisé, soi-disant avec des preuves scientifiques, des analyses philosophiques, etc. Et François Fillon, dans ce discours plein d'arrogance, cite des noms auxquels il associe en fait la France, affirmant ainsi que quelque part lui aussi sera l'héritage et le continuateur de ces noms, et ce même en fait dans l'idéologie raciste, mais cela seulement s'il était élu, ce qui d'ailleurs a de moins en moins de chances d'arriver. Il cite Louis XIV qui a promulgué le Code noir, qui est un ensemble de lois racistes et esclavagistes dont on a déjà vu quelques extraits, qui avait pour but de maintenir l'homme noir dans l'esclavage, dans l'ignorance et la faiblesse, pour le garder donc sous la domination et l'oppression, notamment par un endoctrinement religieux aveugle et des lois considérant l'esclave comme un bien meuble au même titre que une table ou une chaise, une vache, etc. Et puisque tous les esclaves étaient noirs, donc on a facile à imaginer quelle perception du noir va rester en fait aux yeux de la France entière sous l'influence de l'esclavage. François Fillon cite aussi Napoléon Bonaparte, qui lui a rétabli l'esclavage à Haïti. Napoléon qui ne pouvait pas supporter de voir une nation noire d'hommes libres et dignes, se donnant ainsi en fait l'occasion d'être humilié dans une défaite militaire face à une armée de noirs autrefois esclaves, donc privés de toute science et surtout de la science de la guerre. Et pourtant, ils vont infliger aux armées de Napoléon une cinglante défaite.
Fillon cite aussi Napoléon III, donc, qui est un grand colonialiste qui va faire tripler la surface des possessions coloniales de la France, notamment avec Madagascar, le Sénégal, le Djibouti, la Nouvelle-Calédonie ou encore les Comores. Il cite aussi Clémenceau, un autre raciste qui a commencé par contre à remettre en question les prétentions de race supérieure par rapport à la colonisation, le jour où les Allemands ont déclaré que les Français avaient perdu la guerre contre eux, car les Français étaient une race inférieure. Clémenceau, du coup, s'est opposé à un autre raciste que cite François Fillon, à savoir Jules Ferry, qui déclarait pour justifier la colonisation que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures, elles ont le droit de civiliser les races inférieures. Donc fin de citation. C'est sûrement en fait de cela que François Fillon parle lorsqu'il dit que la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord, etc. François Fillon cite aussi Charles de Gaulle, donc qui est l'artisan des deux plus grands fléaux modernes de la France contre l'Afrique, à savoir le franc CFA, inspiré des nazis, et artisan surtout de la France-Afrique, qui est le plus grand réseau de déstabilisation du continent africain. Puis, il cite Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, tous ces gens dont on connaît non seulement les dérapages racistes, mais aussi la constance dans la politique néocolonialiste vis-à-vis de l'Afrique. On sait que Chirac, bien que habitué à quémander ou à racketter les dictateurs africains, on ne sait pas trop bien ce qu'il faisait, mais il a parlé du bruit et de l'odeur concernant les Noirs. En France, Valéry Giscard d'Estaing, lui a couronné le petit dictateur Bokassa comme empereur de la Centrafrique avant de le renverser militairement par des moyens néocoloniaux. Et enfin, François Mitterrand, qui a dit en parlant de ce qu'on a appelé le génocide du Rwanda, il a dit, dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. Donc, fin de citation, il a dit ça à un journaliste du Figaro. Donc, en Afrique noire, un génocide, c'est pas important. C'est pas comparable, par exemple, à la Shoah. Et justement, en parlant de génocide, donc, revenons un peu sur cette parole de François Fillon lorsqu'il dit « La France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord ». Écoutons un peu comment l'homme se défend et comment il assume en fait ses propos devant un noir, bien qu'il nous faut préciser tout de même que les deux hommes sont séparés par quelques milliers de kilomètres, l'un étant en France, l'autre en Guadeloupe. On l'écoute. Avoir voulu faire partager, je vous cite, sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. On a le sentiment que vous définissez la colonisation comme ça, Monsieur Fillon. Question à Elie Domota. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu François Fillon prononcer cette phrase ? Écoutez, pas d'étonnement, pas du tout surpris, parce que ces propos-là rentrent dans une longue tradition de propos racistes que tiennent les dirigeants politiques français à l'égard de l'Afrique et de nous, colonisés depuis toujours. Et juste un petit rappel historique. Quand, en 1635, Delolive et Duplessis débarquent en Guadeloupe envoyés par Richelieu, c'est pour partager la culture. Et ce partage de culture, eh bien, il se transforme en massacre. Les populations Kalina, qui habitent la Guadeloupe depuis plusieurs siècles, sont massacrées par le colonisateur français. Et s'ensuit une grande période de déportation et de mise en esclavage d'Africains, justement pour mettre en valeur ces terres. Et on va laisser lorsque les Africains se sont rebellés, eh bien, ce sont de véritables élevages de nègres qui ont été installés en Guadeloupe pour créer des êtres soumis.
Voilà ce que M. Fillon appelle le partage des cultures. Ce sont là des propos racistes qui relèvent de l'apologie de crimes contre l'humanité. On va laisser Monsieur Fillon. Et je ne suis absolument pas raciste. Est-ce que vous reconnaissez une maladresse dans ces propos? Non, non. Est-ce que vous comprenez que des gens aient été choqués? Non, parce que ils sont choqués parce que ces propos sont exploités, comme on le connaît, comme on le voit bien. Non, c'est pas une maladresse, c'est un refus de la repentance. Voilà, c'est un refus de la repentance. Et je vous le dis, je ne changerai pas d'avis. L'histoire de France, c'est l'histoire de France. Elle correspond à des époques, à des mœurs. Elle s'inscrit dans une histoire de l'humanité. Et moi, je n'accepte pas que la France porte sans arrêt cette espèce de responsabilité, comme si c'est la France qui avait inventé l'esclavage. Alors, je reviens. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la colonisation, c'est l'asservissement des peuples, c'est la déshumanisation, c'est la négation de l'individu. Mais je reconnais ça parfaitement, monsieur Domota. Écoutez-moi, que vous considérez comme inférieur. Lorsque, en 1885, Jules Ferry dit que les races supérieures doivent s'imposer aux races inférieures, vous êtes dans cette même philosophie. Vous considérez les peuples d'Afrique et les peuples d'outre-mer que vous nous appelez comme étant des êtres inférieurs. Et les propos que vous tenez relèvent du racisme et de l'apologie de crimes contre l'humanité. On ne peut pas l'accepter. Et j'ai une question à vous poser. Allez-y. J'ai une question à vous poser. Vous qui brandissez sans cesse liberté, égalité, fraternité, les valeurs symboliques de la République, êtes-vous prêt à nous accompagner dans un combat justement pour annuler les lois qui ont indemnisé les propriétaires d'esclaves en 1848 et 1849, alors que nous sommes en République, et pour remettre en état les choses, pour restituer les terres qui ont été acquises de façon criminelle? Voilà une belle question. Au lieu de faire des déclarations, allons vers la preuve. Réponse est non, parce c'est justement ce que je ne veux pas. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse porter cette responsabilité à l'État d'aujourd'hui, aux Français d'aujourd'hui. Si on veut construire l'avenir dans la liberté, dans l'égalité et la fraternité, il faut regarder devant et considérer notre histoire comme ce qu'elle est, avec ses pages brillantes et ses pages moins brillantes. Merci Elie Domota. Juste une question à vous poser. Ici, on voit un François Fillon qui assume ses propos. Il a un ton ferme et limite même va en guerre. Il refuse toute forme de repentance. Et puisqu'il y a eu des génocides et des crimes contre l'humanité dans ce partage culturel, en Amérique et dans les Caraïbes, comme lui fait remarquer Elie Domota, alors François Fillon devrait avoir le même air fier en disant que l'Europe et l'Allemagne nazie ne sont pas coupables pour la Shoah et refuser là aussi toute repentance. Mais non, cette fois-ci, François Fillon plaide coupable, et pas que par rapport à l'Allemagne nazie ou la France de Vichy, mais pour toute l'Europe. Donc regardez-le comme il met les mains comme une religieuse en signe de recueillement et de repentance. Il arrive à peine à s'exprimer, faisant semblant d'être sous le coup de l'émotion alors que c'est un habitué des lieux. C'est vrai que dans les années 90, dans la famille de mon père, 11 membres de notre famille ont été déportés. Voilà. On mesure ici, devant la liste incroyablement longue des noms des victimes de la Shoah, on mesure à quel point les Européens, les nazis singulièrement, mais tous ceux qui leur ont prêté la main, et en particulier le régime de Vichy, ont commis le crime ultime. On mesure à quel point il est nécessaire aujourd'hui de faire le travail de mémoire pour lutter contre ceux qui nient ce crime et pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme qui continuent à être une forme de cancer pour notre humanité. Donc c'est donc pourquoi je disais qu'il y a une leçon en fait à tirer des juifs blancs convertis au talmudisme qui n'ont rien à voir avec les Israélites de la Bible, mais qui font pourtant payer cher les actes antisémites, même en fait à des États, même à des hommes d'État. Regardez François Fillon. Donc, il devrait en être ainsi du racisme anti-noir, mais on est bien loin de là.
Et on le voit d'ailleurs dans ces deux comportements d'un même individu. D'un côté, il est là, sur un ton ferme, il assume, et de l'autre côté, il est prêt à se mettre presque à genoux pour demander pardon au nom de la France et même de toute l'Europe. Mais on le voit aussi à tous les niveaux. Par exemple, on sait que jamais un Nicolas Sarkozy ou un François Hollande ne remettra en cause le paiement des réparations pour la Shoah des Juifs. Mais écoutez le même François Hollande sur les réparations de l'esclavage des Noirs. Le premier de ces messages, c'est l'impossible réparation. Je sais qu'un certain nombre de voix depuis longtemps la réclament et que leur répondait Aimé Césaire. Ce qui a été, a été. Et il ajoutait, il y aurait une note à payer, à acquitter, puis ça serait fini? Non, répondit-il, ça ne sera jamais réglé, parce que l'histoire ne s'efface jamais. Alors le seul choix possible, le plus digne, le plus grand, le plus responsable, c'est celui de la mémoire, c'est la vigilance, c'est la transmission. La France est capable de regarder son histoire parce que la France est un grand pays qui n'a peur de rien et surtout pas d'elle-même. En 2001, la France reconnaissait l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ce Memorial Act est une nouvelle preuve de reconnaissance, mais certains demandent une indemnisation financière pour les descendants d'esclaves ou les pays africains qui ont subi le commerce triangulaire. François Hollande semble aujourd'hui clore le sujet. Nous avons ici la seule dette qui doit être réglée, c'est de pouvoir faire avancer l'humanité. C'est ce que ce mémorial nous rappelle. Là encore, on voit un François Hollande qui est sûr de lui, à la limite même de la plaisanterie, sur un sujet aussi grave que l'esclavage des Noirs, tandis que pour la Shoah, on peut l'écouter. Monsieur le Président du Mémorial, Mesdames, Messieurs les anciens déportés, le 27 janvier est une date à jamais gravée dans la mémoire de l'humanité. Il y a 70 ans, le 27 janvier 1945, vers 15 heures, les armées soviétiques ouvraient les portes du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'était la révélation de l'horreur. Le monde, lui, découvrait l'extermination méthodique, programmée, scientifique des Juifs. Un crime qui n'avait pas de nom, tellement il était ignoble. Alors, un nouveau mot fut créé pour le désigner, la Shoah. La Shoah, le plus grand crime jamais connu et jamais commis dans l'humanité. Donc, il nous dit que c'est le plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Et quand on leur parle de génocide des Amérindiens, des aborigènes d'Australie ou l'esclavage des Noirs, ils disent qu'il ne faut pas faire des compétitions de mémoire, alors qu'ils sont les premiers à comparer les différents crimes contre l'humanité, les génocides, etc., avec leurs propos, notamment comme on l'a entendu sur la Shoah. Et bien entendu, tant que les Noirs seront sous domination et sous oppression, il ne faut pas rêver ou espérer une repentance ou des réparations, car alors que nous disons que c'est une affaire spirituelle, certains pensent que c'est en sensibilisant ou en faisant des journées de la mémoire que les choses vont changer, alors que les Occidentaux sont susceptibles d'être les plus informés, même plus informés que ces gens qui veulent les sensibiliser, et savent très bien la réalité des choses, comme le montre l'analyse de cette dame que je crois est historienne et qui donne 100% à Élie Domota contre François Fillon. On l'écoute. La colonisation de la Guadeloupe en 1635, mais les deux arguments
sont aussi parfaitement valables pour évoquer la colonisation de la fin du XIXe siècle, qui a vu les principaux États-nations européens, et la France notamment, se lancer donc dans la conquête coloniale de l'Afrique et de l'Asie au prix de très grands massacres. La colonisation s'est ensuite accompagnée d'importantes violences, de spoliation de terres, de mise en esclavage, de mise en travail forcé des populations. De fait, et là aussi Elie Domota a raison, c'est bien le massacre des populations indigènes des Antilles au XVIIe siècle qui a poussé les Européens, notamment les Français, à mettre en place un système de traite des esclaves pour remplacer la main-d'œuvre qui manquait suite à ces massacres et qui a entraîné cette énorme traite. Le problème, et ce que refuse de voir là François Fillon, c'est que ce passé travaille encore le présent. Et profondément, c'est un passé qui ne passe pas, parce que les logiques de domination qui ont permis l'esclavage n'ont pas cessé avec l'abolition de l'esclavage. Par exemple, dans les Antilles, la majorité des chefs d'entreprise, des élites propriétaires, descendent de familles d'anciens esclavagistes. Leur fortune s'est construite justement sur l'esclavage. Il y a un lien puissant entre le passé esclavagiste et le présent raciste. Voilà une belle question. Ce qu'évoque là Elie Domota est donc l'abolition de l'esclavage en 1848 par la Seconde République. À l'occasion de cette abolition, les propriétaires avaient été indemnisés. En revanche, les esclaves n'avaient rien eu, ni aide financière, ni octroi de terre. Donc on passe très facilement du refus de la repentance coloniale au « non, nous n'avons pas honte d'avoir voulu partager notre culture ». Oui, parce que c'est exactement la même chose. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un discours qui veut rompre avec le passé, qui dit qu'il veut rompre avec le passé, mais en réalité, il ne fait que le faire ressurgir. En fait, il montre combien ce passé est encore présent et combien il travaille le présent. Parce que finalement, ce type de discours n'est rien d'autre que l'avatar des dominations qui ont permis la colonisation et l'esclavage. Ainsi, donc, les choses sont claires et il y a des élections en France bientôt et qu'importe le vainqueur, c'est le racisme idéologique et spirituel qui, comme cette dame l'a dit, dont les effets se perpétuent encore aujourd'hui. C'est ça qui va dicter en sous-marin les relations entre la France et le monde noir, et cela ne concerne pas que la France d'ailleurs, tant que le peuple noir, le peuple originel, le peuple de Dieu ne sera pas revenu vers son Dieu. Donc les choses seront ainsi, et lorsque il y aura des commémorations pour l'abolition de l'esclavage, etc., eh bien, ça va pas être comme pour la Shoah, avec un ton solennel, mais ça va être sur le ton de la plaisanterie, comme vous pouvez le voir sur ces images où François Hollande accueille des dignitaires. On voit qu'ils sont pratiquement comme invités à une fête, alors qu'on parle d'un crime qui a duré plusieurs siècles. Donc voilà, cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation. Esclavage à Haïti. Napoléon, qui ne pouvait pas supporter de voir une nation noire d'hommes libres et dignes, se donnant ainsi en fait l'occasion d'être humilié dans une défaite militaire face à une armée de noirs autrefois esclaves, donc privés de toute science et surtout de la science de la guerre. Et pourtant, ils vont infliger aux armées de Napoléon une cinglante défaite. Fillon cite aussi Napoléon III, donc, qui est un grand colonialiste qui va faire tripler la surface des possessions coloniales de la France, notamment avec Madagascar, le Sénégal, le Djibouti, la Nouvelle-Calédonie ou encore les Comores. Il cite aussi Clémenceau, un autre raciste qui a commencé par contre à remettre en question les prétentions de race supérieure par rapport à la colonisation, le jour où les Allemands ont déclaré que les Français avaient perdu la guerre contre eux, car les Français étaient une race inférieure. Clémenceau, du coup, s'est opposé à un autre raciste que cite François Fillon, à savoir Jules Ferry, qui déclarait pour justifier la colonisation que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures, elles ont le droit de civiliser les races inférieures. Donc fin de citation.
C'est sûrement, en fait, de cela que François Fillon parle lorsqu'il dit que la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord, etc. François Fillon cite aussi Charles de Gaulle, donc, qui est l'artisan des deux plus grands fléaux modernes de la France contre l'Afrique, à savoir le franc CFA, inspiré des nazis, et artisan surtout de la France-Afrique, qui est le plus grand réseau de déstabilisation du continent africain. Puis, il cite Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Ces propos-là rentrent dans une longue tradition de propos racistes que tiennent les dirigeants politiques français à l'égard de l'Afrique et de nous, colonisés depuis toujours. Et juste un petit rappel historique. Quand, en 1635, Delolive et Duplessis débarquent en Guadeloupe envoyés par Richelieu, c'est pour partager la culture. Et ce partage de culture, eh bien, il se transforme en massacre. Les populations Kalina, qui habitent la Guadeloupe depuis plusieurs siècles, sont massacrées par le colonisateur français, et s'ensuit une grande période de déportation et de mise en esclavage d'Africains, justement pour mettre en valeur ces terres. Et on va laisser les lorsque les Africains se sont rebellés, eh bien, ce sont de véritables élevages de nègres qui ont été installés en Guadeloupe pour créer des êtres soumis. Voilà ce que M. Fillon appelle le partage des cultures. Ce sont là des propos racistes qui relèvent de l'apologie de crimes contre l'humanité. On va laisser M. Fillon. Et je ne suis absolument pas raciste. Est-ce que vous reconnaissez une maladresse dans ces propos ? Non, non. Est-ce que vous comprenez que des gens aient été choqués? Non, parce que ils sont choqués parce que ces propos sont exploités, comme on le connaît, comme on le voit bien. Non, c'est pas une maladresse, c'est un refus de la repentance. Voilà, c'est un refus de la repentance. Et je vous le dis, je ne changerai pas d'avis. L'histoire de France, c'est l'histoire de France. Elle correspond à des époques, à des mœurs. Elle s'inscrit dans une histoire de l'humanité. Et moi, je n'accepte pas que la France porte sans arrêt cette espèce de responsabilité, comme si c'est la France qui avait inventé l'esclavage. Alors, je reviens. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la colonisation, c'est l'asservissement des peuples, c'est la déshumanisation, c'est la négation de l'individu. Je reconnais ça parfaitement, monsieur Domota. Écoutez-moi, que vous considérez comme inférieur. Lorsque, en 1885, Jules Ferry dit que les races supérieures doivent s'imposer aux races inférieures, vous êtes dans cette même philosophie. Vous considérez les peuples d'Afrique et les peuples d'outre-mer que vous nous appelez comme étant des êtres inférieurs. Et les propos que vous tenez relèvent du racisme et de l'apologie de crimes contre l'humanité. On ne peut pas l'accepter. Et j'ai une question à vous poser. Allez-y. Jacques Chirac, tous ces gens dont on connaît non seulement les dérapages racistes, mais aussi la constance dans la politique néocolonialiste vis-à-vis de l'Afrique. On sait que Chirac, bien que habitué à quémander ou à racketter les dictateurs africains, on ne sait pas trop bien ce qu'il faisait, mais il a parlé du bruit et de l'odeur concernant les Noirs en France. Valéry Giscard d'Estaing, lui, a couronné le petit dictateur Bokassa comme empereur de la Centrafrique avant de le renverser militairement par des moyens néocoloniaux. Et enfin, François Mitterrand, qui a dit, en parlant de ce qu'on a appelé le génocide du Rwanda, il a dit, dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. Donc, fin de citation, il a dit ça à un journaliste du Figaro. Donc, en Afrique noire, un génocide, c'est pas important. C'est pas comparable, par exemple, à la Shoah. Et justement, en parlant de génocide, donc, revenons un peu sur cette parole de François Fillon lorsqu'il dit « La France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture au peuple d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord ». Écoutons un peu comment l'homme se défend et comment il assume en fait ses propos devant un noir, bien qu'il nous faut préciser tout de même que les deux hommes sont séparés par quelques milliers de kilomètres, l'un étant en France, l'autre en Guadeloupe. On l'écoute.
avoir voulu faire partager, je vous cite, sa culture au peuple d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. On a le sentiment que vous définissez la colonisation comme ça, Monsieur Fillon. Question à Elie Domota. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu François Fillon prononcer cette phrase? Écoutez, pas d'étonnement, pas du tout surpris, parce que... Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans ce message, on va s'attarder un peu sur les propos d'un homme qui défraie la chronique. Il s'agit de François Fillon, ancien Premier ministre de France, et on tient tout de suite d'ailleurs à signaler que cette vidéo était prévue bien avant que n'éclate l'affaire sur sa femme. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on n'a pas voulu mettre le nom de François Fillon sur cette vidéo, justement pour pas que n'importe qui vienne regarder cette vidéo en pensant que ça concerne cette affaire-là. Donc, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, cette affaire ne nous intéresse pas. Ici, on va plutôt s'intéresser à des propos qu'il a tenus un peu avant que n'éclate cette affaire et qui sont en ligne directe avec le racisme idéologique et spirituel. Et on va aussi aborder un peu la question du deux poids deux mesures, en fait, dans la façon de traiter la mémoire. Lorsqu'on parle par exemple de l'esclavage des Noirs ou d'autres formes de crimes contre l'humanité. Mais avant ça, on va écouter donc François Fillon qui parle. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Non, la France n'a pas inventé l'esclavage. La France, c'est 15 siècles d'histoire depuis le baptême de Clovis à Reims. La France, c'est Saint-Louis, c'est Louis XI, c'est Louis XIV, c'est les révolutionnaires de 1789, c'est Bonaparte, c'est Napoléon III, c'est la Troisième République, c'est Gambetta, Thiers, Jules Ferry, Clémenceau, Jaurès, Poincaré, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac. Donc, on remarque que, en fait, dans ce discours, ce message s'adresse avant tout aux Africains noirs, puisque il renchérit en disant « La France n'a pas inventé l'esclavage et que les Africains pratiquaient l'esclavage déjà auparavant. » Donc voulant ainsi comparer des prisonniers de guerre africains réduits à la servitude par d'autres Africains ou encore des Africains victimes d'autres Africains corrompus. Et lui donc, il compare cela à l'esclavage qui a déshumanisé l'homme noir et l'a opprimé pendant plusieurs siècles sur base de sa couleur, comme si un esclave africain ou captif de guerre en Afrique le devenait à cause de sa couleur de peau, alors que de toute façon en Afrique, ils étaient tous noirs, donc ils ne pouvaient pas rendre l'autre esclave à cause de sa noirceur. Or, c'est ce que les Occidentaux ont fait, et comme on l'a déjà vu, ils l'ont même théorisé, soi-disant avec des preuves scientifiques, des analyses philosophiques, etc. Et François Fillon, dans ce discours plein d'arrogance, cite des noms auxquels il associe en fait la France, affirmant ainsi que quelque part lui aussi sera l'héritage et le continuateur de ces noms, et ce même en fait dans l'idéologie raciste, mais cela seulement s'il était élu, ce qui d'ailleurs a de moins en moins de chances d'arriver. Il cite Louis XIV qui a promulgué le Code noir, qui est un ensemble de lois racistes et esclavagistes dont on a déjà vu quelques extraits, qui avait pour but de maintenir l'homme noir dans l'esclavage, dans l'ignorance et la faiblesse, pour le garder donc sous la domination et l'oppression, notamment par un endoctrinement religieux aveugle et des lois considérant l'esclave comme un bien meuble au même titre que une table ou une chaise, une vache, etc. Et puisque tous les esclaves étaient noirs, donc on a facile à imaginer quelle perception du noir va rester en fait aux yeux de la France entière sous l'influence de l'esclavage. François Fillon cite aussi Napoléon Bonaparte qui lui a rétabli l'esclavage.